Alors moi, je suis très heureux d'être ici avec mon ami Julien Niraud pour vous parler d'endométriose. Vous ne le savez peut-être pas, mais notre centre est un centre de référence de la filière endométriose Centre-Ouest Île-de-France. Je vous ferai deux petites diapositives. Je vais aller un peu vite parce que le temps presse un peu. Il faut savoir que l'endométriose est définie par la présence de tissu endométrial, ça c'est l'endomètre, de manière ectopique, ça à l'extérieur de la cavité utérine. Ça concerne 10 à 15% des femmes en âge de procréer, 70% d'entre elles présentent des algies pelviennes chroniques et 25 à 40% rencontrent des problèmes de fertilité. Donc l'endométriose, c'est aussi sérieux, mais c'est beaucoup moins fréquent que les troubles de la statique pelvienne. Ce qu'il y a, c'est que ça fait mal, et quand ça fait mal, ça touche un peu plus les autorités, les associations. C'est un peu plus sexy d'avoir une endométriose que d'avoir des fuites urinaires, quoi. Le diagnostic de l'endométriose a été fait chez 50% des adolescentes qui ont une cœlioscopie, diagnostic pour douleur pelvienne. Donc c'est assez associé, la douleur pelvienne et l'endométriose. L'endométriose, de par la douleur chronique, a un impact social et est devenue un enjeu de santé publique. Clairement, c'est une priorité de santé depuis 3-4 ans. Ça touche en France près de 2,5 millions de femmes en âge de procréer. Il y a un retard au diagnostic qui a entre 6 à 8 ans, encore aujourd'hui. Les chiffres qui nous ont été présentés la semaine dernière, c'était entre 8 et 10 ans même, en France. Sachez que les dysménorrhées secondaires, c'est les femmes qui ont des douleurs de règles, mais pas aux premières règles, plus tard, est un facteur de retard au diagnostic. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, non, elles avaient pas mal avant, pourquoi elles auraient mal maintenant ? Donc la dysménorrhée secondaire, il faut la prendre aussi au sérieux. Souvent, la dysménorrhée est primaire, mais elle est masquée par la pilule. Et dès qu'elles arrêtent la pilule, elles ont mal. Donc il y a un impact sur le bien-être physique, mental et social. Absentéisme scolaire ou professionnel. Vous avez une jeune femme qui a des douleurs chroniques pendant ses règles, des dysménorrhées, qu'elles soient primaires ou secondaires, elle s'absente au lycée, au collège ou au travail. C'est un indice, pour vous, pour aller chercher l'endométriose ou l'interroger un peu plus. Il y a aussi un impact sur les rapports sexuels, la dyspareunie, qui souvent est profonde. Et en fait, tout ce que je vous ai dit là a été étudié dans l'étude Endovie qui a été financée par EndoFrance. Vous voyez, les associations financent des travaux de recherche clinique, et ça sera le cas pour Périnéduc et pour Périne, qui ira beaucoup mieux dans les prochaines années. Et dans cette étude Endovie, ils ont interrogé les partenaires. Et je vous avoue que c'est assez rare de voir une jeune femme qui vient pour une consultation endométriose avec son conjoint. C'est assez étrange, sauf quand il y a des problèmes de fertilité. Et 64% de ces partenaires abordent peu la maladie. Et la qualité de vie sexuelle du couple est souvent altérée. Alors, l'endométriose, il y a plusieurs formes. Il y a l'endométriose superficielle, comme on peut voir ici, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, qui est péritonéale. Il y a l'endométriose ovarienne avec les kystes ovariens qu'on appelle les kystes chocolat, parce que c'est du vieux sang qui coule quand on les ouvre. Il y a l'endométriose profonde qui va aller infiltrer, comme on voit ici, les ligaments utérosacrés, le torus, l'arrière du col, parfois l'appareil digestif qu'on voit là, parfois la vessie qui est devant, et parfois qui peut aller plus haut jusqu'au diaphragme. Il y a aussi pas mal d'atteintes appendiculaires de l'appendice. Ça, on les voit quand on fait une cœlioscopie de la vessie des uretères. Et puis il y a l'endométriose intra-utérine ou l'adénomiose, qu'on voit ici sur cette IRM avec cette paroi qui est très épaisse. On a parlé de l'endométriose extrapelvienne et thoracique. Ce sont des femmes qui viendront vous dire j'ai mal à l'épaule, souvent c'est à droite, quand j'ai mes règles. Vous pensez à l'endométriose diaphragmatique et vous faites des examens simples, une IRM thoracique, on les voit très bien les lésions. Donc l'interrogatoire est très important. Il faut prendre le temps, je suis d'accord avec Anne-Cécile, un calendrier mictionnel c'est un quart d'heure, une consultation douleur endométriose c'est 30 minutes. Alors l'histoire naturelle c'est une maladie qui est multifactorielle, il y a des facteurs génétiques et environnementaux, il y a des perturbateurs endocriniens et des facteurs de nutrition. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prévention aussi au niveau de la nutrition, des facteurs liés aux règles. Il y a aussi des facteurs qui ont été retrouvés dans la littérature qui étaient associés à l'endométriose, comme le faible poids de naissance. C'est les femmes qui avaient un faible poids à la naissance ont plus de risques que les autres. La nulle liparité et un faible IMC.
qui sont plutôt minces. L'exposition aux menstruations, c'est-à-dire les premières règles précoces des cycles courts, plus il y a de règles, en fait, plus il y a de risques, tout simplement. C'est associé à l'endométriose. Et puis, il faut savoir que l'endométriose a aussi un caractère génétique, parce que le risque de développer une endométriose pour les apparentés au premier degré est 5 fois plus élevé que dans la population générale. Ça, si elle vient vous dire, la patiente, j'ai ma sœur ou ma mère qui a fait de l'endométriose, c'est confirmé, il faut la prendre encore un peu plus au sérieux. Donc là, c'est pour vous illustrer un petit peu la diapo d'avant. On a parlé du cycle. Là, ce sont les facteurs, les pesticides, tout ce qui est perturbateur endocrinien, le bisphénol, et les facteurs génétiques. Alors, la physiopathologie, je vais aller un peu vite. Il y a deux mécanismes, en fait, qui pourraient expliquer le développement et la prolifération des cellules de l'endomètre en dehors de la cavité. Il y a la modification des cellules endométriales elles-mêmes, qui s'autodétruisent un peu moins. Donc il y a une augmentation de la prolifération cellulaire. Il y a un statut immunitaire aussi particulier. Et puis chez les patientes endométriosiques, l'épuration péritonéale est inadaptée. Il y a les natural killers, c'est-à-dire le NK, leur activité diminue, les lymphocytes aussi B et T, donc les cellules sont moins détruites que dans la population qui n'a pas d'endométriose. Les métalloprotéases, il y en a plus, qui favorisent l'invasion cellulaire des tissus. Et puis, il y a aussi des endométrioses à tropisme neurologique. Les kinés-ostéopathes qui sont dans la salle le savent, il y a des douleurs neuropathiques de l'endométriose et des douleurs myofasciales, mais surtout à tropisme neuro. Ça vient du fait qu'il y a une surexpression du NGF, d'où la notion aussi d'hypersensibilisation chez les femmes endométriosiques. C'est une femme qui a de l'endométriose qui se coince le doigt dans une porte aura 10 fois plus mal que moi, qui n'est pas a priori d'endométriose. Il faut me faire une IRM. Alors l'évolution des lésions se fait de rouge à noir à blanc. C'est l'évolution naturelle des lésions d'endométriose, c'est le phénomène de cicatrisation des lésions. Alors l'évolution, les cellules d'endométriose, s'il n'y a pas de traitement, vont évoluer inéluctablement. C'est une évolution qui est lente et progressive, sous l'effet de l'œstrogène. Donc ici, vous avez des lésions fraîches. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche. En fait, ces écrans sont bien, mais on ne peut pas pointer dessus. Là, c'est des lésions rouges, donc fraîches. Ça, c'est des lésions un peu plus anciennes. La noire, ici, la blanche, là, il y a toutes les formes. Là, vous voyez, et souvent, il y a aussi des adhérences, d'où parfois aussi des problèmes de fertilité au niveau des trompes. Alors, quel tableau clinique? Il y a beaucoup de médecins encore ou de professionnels qui disent aux femmes que c'est dans leur tête. D'autres qui disent c'est normal d'avoir mal pendant les règles. Alors, c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas comme ça qu'il faut l'exprimer. C'est pas parce que tu as mal pendant tes règles que tu as de l'endométriose. Okay. D'ailleurs, une jeune femme de 14 ans qui a mal pendant ses règles, on ne va pas lui faire des IRM et des machins tout de suite. On va commencer des traitements de la douleur, ça c'est Julien qui va nous en parler. On va peut-être après la mettre sous pilule et c'est après qu'on va devenir un peu plus agressif en fonction de la réponse au traitement. Et puis surtout, il y a un autre message, c'est pas parce que tu as de l'endométriose que tu es stérile. Okay. On voit beaucoup de femmes, de jeunes femmes, très, très jeunes parfois, arriver avec une étiquette « j'ai de l'endométriose, je suis stérile ». Après, lorsqu'on fait les examens ici, on se rend compte qu'il n'y a pas d'endométriose et qu'elles ne sont pas stériles du tout. On a vu que la stérilité, ce n'était pas 100%. Donc là, on va passer un peu vite. Alors, le diagnostic. Retenez ce mot, les signes localisateurs de l'endométriose. Alors, en fait, la douleur de l'endométriose varie en fonction de sa localisation. Il y a les dysménorrhées intenses. Sur une échelle, vous avez toutes et tous des échelles visuelles dans votre bureau. Plus de 8 sur 10, c'est un signe. L'absentéisme fréquent, c'est un signe. Une résistance aux antalgiques de niveau 1, c'est un signe. Okay. Donc vous avez des petits indices. Et là, c'est pareil, comme pour l'incontinence, toutes les patientes qui prennent rendez-vous avec nous, elles viennent avec un questionnaire de symptômes et de qualité de vie. Si elles ne l'ont pas rempli avant, elles le remplissent avant la consultation. Ou parfois, exceptionnellement, après. Après, il y a la dyspareunie profonde, c'est le cas quand il y a des lésions profondes, notamment derrière le col. Il y a la douleur à la défécation à recrudescence cataméniale pendant les règles. Ça, c'est quand il y a des atteintes digestives, souvent.
Et puis il y a les signes urinaires, à recrudescence cataméniale aussi, quand il y a des atteintes urinaires, notamment de la vessie ou des uretères. Il y a les lombalgies. Et puis enfin, il y a l'infertilité. Alors, le syndrome douloureux chronique de l'endométriose est responsable d'une altération de la qualité de vie, d'où les questionnaires qu'on utilise, comme je vous ai dit. Il y a un questionnaire long qui est un peu chiant, et puis un questionnaire très court sur une page, le HP5, qui est très efficace pour évaluer la sévérité de la douleur et la qualité de vie des femmes. Là, ce sont les diagnostics différentiels, il y en a beaucoup. Okay, il y a la dysménorrhée primaire sans endométriose, il y a l'adénomyose, les fibromes, les kystes ovariens, il y a la sténose du col, les malformations génitales, les infections génitales hautes, les salpingites, le syndrome du côlon irritable, les maladies inflammatoires du côlon. On a aujourd'hui une passerelle, il y a un rouge à lèvres qui est par terre, une passerelle avec le service des Mickey qui est sur l'autre site, le 25. C'est le service qui est venu de Beaujon avec Yoram Bounik, avec qui on travaille beaucoup. Il y a une passerelle. Ils ont beaucoup de patientes qui consultent pour une suspicion de maladie inflammatoire du côlon et finalement c'est une endométriose digestive. Et nous on voit beaucoup de symptômes digestifs, finalement c'est une maladie inflammatoire du côlon. Donc on a la chance d'avoir la plateforme complète pour gérer ces patientes-là. Il y a le syndrome de la vessie douloureuse qui n'est pas négligeable. Il y a les algies myofaciales, les neuropathies, les varices pelviennes et les violences physiques ou sexuelles. Dans l'enfance ou l'adolescence, ça n'est pas négligeable non plus. Et c'est une question qu'on pose quand il y a une douleur réfractaire au traitement. Pas forcément en premier abord. D'où l'intérêt d'un diagnostic précoce et d'où l'importance de votre rôle, en fait, qui est en première ligne. Nous, on arrive vraiment après. Le premier niveau de recours dans la détection de l'endométriose. Alors, l'examen clinique, en présence d'un symptôme évocateur d'endométriose, on fait un examen clinique lorsque c'est possible, parce qu'il y a un examen gynéco. Certaines patientes sont vierges ou elles ne veulent pas être examinées. Donc toujours demander l'autorisation avant l'examen clinique. Donc on va regarder, parfois on voit un nodule bleuté comme ça derrière le col utérin. Ça veut dire qu'il y a une atteinte profonde postérieure. Okay, les explorations complémentaires. En première intention, l'examen complémentaire de première intention si le traitement médical, antalgique et hormonal n'a pas marché, c'est l'échographie pelvienne. Si possible par voie endovaginale, l'échographie est très performante pour voir les kystes de l'ovaire. Là, vous voyez un kyste de l'ovaire, il a un aspect typique d'endométriome en verre dépoli. On ne peut pas être sûr à 100%, ça peut être un kyste fonctionnel hémorragique, mais si on le met dans le contexte des algies pelviennes, on peut dire avec une bonne précision diagnostique que c'est un endométriome. Si cet endométriome a un aspect un peu atypique, avec des cloisons, avec des formations solides, vous faites une IRM. Okay, parce que quelquefois, c'est très rare, les endométriomes peuvent se transformer. Il faut savoir aussi que 50% des femmes qui ont un kyste endométriosique de l'ovaire ont des lésions profondes. Donc il faut savoir les chercher aussi à l'imagerie. Ça, c'est un petit organigramme sur la prise en charge. Si vous voulez accéder à mon topo, je vous le laisse. Je ne vais pas aller trop m'étendre là-dessus parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je ne peux pas modérer et dépasser le temps de parole, ça ne se fait pas. Les examens de deuxième intention, c'est quoi? C'est rechercher une endométriose profonde en cas de douleur à la défécation, à la miction, des dyspareunies. C'est l'examen pelvien orienté, réalisé par un clinicien référent. C'est Julien ou moi, ou les médecins de l'équipe. On n'est pas tous les deux, on n'est pas tout seul. C'est l'échographie endovaginale par un échographiste référent. Ça, aujourd'hui, n'importe quel échographiste, sans aucun mépris, ne peut pas diagnostiquer une endométriose. On peut diagnostiquer un kyste de l'ovaire, mais pas une endométriose profonde. Il faut que ce soit des échographistes vraiment experts. Et puis enfin, l'IRM pelvienne. Ici, quand les IRM sont faites ailleurs, on relie les images avec nos radiologues. Donc, vous voyez, ici, on voit des exemples d'endométriose profonde. Ici, entre le col de l'utérus et l'intestin et le côlon, des lésions digestives. Ici, parfois des lésions vésicales devant. Les lésions peuvent être plus hautes aussi, c'est pour ça qu'il y a des examens de troisième intention. Alors, donc là, on va passer un peu les ligaments utérosacrés, on a dit. Les lésions vésicales, ce sont les lésions profondes. Il y a aussi des dilatations au niveau des reins. C'est pour ça que quand on fait une imagerie de l'endométriose, on va regarder les reins.
quand il y a une atteinte vésicale ou urétérale, il y a souvent une dilatation au niveau pyélocaliciel. Alors les images, pour pas que vous endormiez tout de suite, ça c'est un endométriome typique à l'écho, ça on l'a vu tout à l'heure. Ça c'est une IRM, c'est un endométriome de l'ovaire gauche, on le voit ici. Là aussi vous avez une écho, là vous avez une écho, une écho, une écho, une écho. La notion de kissing ovaries, c'est-à-dire des fois vous lisez des comptes rendus ou des courriers, elles ont un kissing ovary. C'est quoi un kissing ovary? Ce sont les ovaires qui s'embrassent derrière l'utérus et on le voit parfaitement à l'écho ici. Vous voyez, les deux ovaires sont collés l'un à l'autre. En général, les ovaires sont comme une grenouille en fait. Ils sont libres sur le côté, chacun. Ça, c'est un aspect typique à l'IRM. On est en hyposignal T2 avec shading, c'est-à-dire comme la boue. Okay, c'est du vieux sang en fait. Ça stagne. Et c'est en hypersignal T1. Un radiologue qui ne sait pas faire le diagnostic d'endométriose sur une IRM, hein, je pense qu'il faut qu'il rentre chez lui ou chez elle. L'adénomyose, c'est une maladie très fréquente qui aujourd'hui est de plus en plus explorée et recherchée parce qu'elle serait responsable de beaucoup de douleurs et de beaucoup de problèmes de fertilité. Elle est en train de passer au premier plan dans la fertilité devant l'endométriose externe. Donc là, vous avez une pièce d'hystérectomie, là vous avez une adénomyose postérieure qui est claire. Là aussi, vous avez une adénomyose antérieure. Cette adénomyose, elle peut être diffuse, ça il y en a partout, comme ici, ou focale. Ici, vous avez un nodule d'adénomyose dans l'utérus. L'adénomyose, c'est très chiant à traiter, je laisse Julien traiter cette question. Il y a une augmentation du risque de fausse couche, il y a aussi une baisse de la fertilité, diminution du taux de grossesse clinique de 28% en fertilité naturelle et en PMA. C'est aussi un facteur d'échec de la PMA. Après, vous avez l'endométriose postérieure. Là, vous avez la vessie, le col et l'intestin. Et là, vous avez un nodule du ligament utérosacré. Il est là. Vous allez voir, l'endométriose, en fait, c'est comme un aimant. Ça attire les organes avoisinants et ça les infiltre, s'il n'y a pas de traitement. Là aussi, on voit une lésion profonde derrière le col, ici. Vous voyez ma flèche? Et puis ici, vous avez une autre lésion aussi profonde, là. Là, je vais vous parler un petit peu de l'endométriose digestive. Si vous avez un très bon échographiste référent comme les nôtres, on a la chance d'avoir 4 radiologues spécialisés dans l'imagerie de la femme et qui connaissent parfaitement l'endométriose. Ici, vous voyez une atteinte digestive qu'on voit ici à l'écho endovaginal. L'écho endovaginal est très bien pour voir les atteintes très basses. Quand c'est plus haut, on ne peut pas aller plus haut avec la sonde. Vous voyez ici, on a aussi un nodule qui infiltre la paroi digestive là. Là, c'est à l'IRM, on a une grosse atteinte digestive, elle est presque obstructive, cette dame doit être un petit peu en subocclusion. Là aussi, on a une petite atteinte digestive qui est là, on appelle ça le bouchon de champagne. C'est une communication entre l'arrière du col et la paroi intestinale. L'endométriose de la vessie, ici on a un nodule qui touche la vessie qui est là. À l'IRM, ça donne ça. À l'IRM, ça donne ça aussi. Votre vessie est là, ça c'est le vagin. Et là, c'est pareil, encore une autre image à l'IRM. Et ça, c'est une belle image à l'écho. Vous avez la vessie, vous avez le nodule qui pénètre dans la vessie. Souvent, ce sont des patientes qu'on traite seules quand il n'y a pas d'atteinte urétérale ou des grosses lésions. Et parfois, on les opère avec le chirurgien urologue ou digestif pour le digestif. Alors, les examens de troisième intention, là, je vais passer très vite. Quand vous avez une atteinte digestive ou urinaire, vous pouvez faire d'autres examens avant d'aller au bloc. En gros, là, je prépare un peu le terrain pour mon ami Julien. L'écho-endoscopie rectale pour caractériser les lésions digestives. Vous voyez, ici, on a un gros nodule qui infiltre les différentes couches, notamment la musculeuse de la paroi digestive. Souvent, c'est rectosigmoïdien, parfois, c'est plus haut. Et quand on suspecte des lésions plus haut, on fait un coloscanner. Et là, on va voir des lésions qui peuvent être là, ou même ici, au niveau du cécum. Parfois, il y a des lésions, c'est très rare, au niveau du grêle. On fait une entéro-IRM. On a la chance ici de pouvoir faire tous ces examens avec une super équipe qui est engagée avec nous, notamment au niveau du staff. Alors, donc ça, on a dit à peu près tout ça. Test salivaire. Oui, non. Alors, le test salivaire, c'est bien. C'est bien quand c'est mis entre des mains de gens qui connaissent le sujet et qui ne vont pas juste utiliser le test salivaire quand il est positif pour faire de la chirurgie inutile. Malheureusement, il y en a pas mal, pas chez nous. Le test salivaire, c'est un test qui est fiable, avec une bonne performance diagnostique.
95% de sensibilité, 94% de spécificité, c'est facile. Tu prends un peu de... Comme chez la police, hein. Et je suis jamais allé, moi, pour ça, à la police. Mais bon. On ne sait jamais. Précision diagnostique de 98%. Mais là, en Suisse, c'est commercialisé. Si vous voulez faire un test en Suisse, allez-y. Mais en fait, ça ne sert à rien s'il n'y a pas une prise en charge. En France, ça sera sans doute autorisé et remboursé à partir de 2025 ou 2026, si on a un gouvernement. Mais ça sera réalisé en deuxième ou en troisième intention après l'examen clinique et l'imagerie. En gros, le seul intérêt du test salivaire, c'est un test négatif et une imagerie négative. Là, tu es sûr de ne pas aller au bloc. Par contre, un test positif ne veut pas dire célioscopie. Okay, ça, c'est les messages qu'on essaie aussi de faire passer auprès de nos amis chirurgiens de la filière. Donc le but du test, c'est d'éviter des chirurgies invasives pour rien. La célioscopie diagnostique n'existe pas chez nous, elle n'est pas recommandée, sauf s'il y a des problèmes de fertilité associés à l'endométriose. Information de la patiente, bien sûr, toujours. La consultation d'endométriose, c'est une demi-heure, c'est pas 10 minutes. On l'informe avant de commencer un traitement, on cherche les facteurs de risque, les comorbidités. Et surtout, s'il y a une chirurgie, là, on passe beaucoup de temps avec elle. Et parfois, c'est le chirurgien digestif qui passe aussi beaucoup de temps. Et le chirurgien urologue, je ne sais pas quelle heure il est, mais je vais prendre... 9h32. Ok, je vais prendre juste 3 minutes pour vous parler un peu de notre filière, qui est notre réalisation dont nous sommes fiers. Ici, comme vous savez, en 2022, les ARS dans la France entière ont mis en place des filières de soins pour l'endométriose. À Paris et sa région, il y a 4 filières. Nous, on est centre référent de la filière Endo Centre-Ouest Île-de-France. On est là, en fait. C'est le 92 Nord et Centre et le 95 Sud. Sont des filières, en fait, qui avaient plusieurs objectifs, on va en parler. Donc, il y a le comité de pilotage, c'est-à-dire les centres experts de la filière. Il y a l'hôpital Foch à Suresnes, avec notre ami Ayoubi, Jean-Marc. Il y a nous. Il y a l'hôpital Beaujon et il y a l'hôpital Simone Veil à Montmorency-Aubonne, avec notre ami Vincent, qu'on a pris avec nous dans la filière. Donc ça, c'est le logo de la filière Endo Île-de-France. Et puis ça, c'est le logo de notre filière à nous. On travaille en étroite collaboration avec les associations de patientes avec qui on organise souvent des tables rondes. Sachez que dans la filière endométriose, il y a 3 niveaux de recours. Pour moi, le plus important, c'est le premier niveau de recours, c'est-à-dire la majorité des personnes qui sont dans cette salle sont les gynécologues médicaux, les médecins généralistes, les sages-femmes, qui vont permettre un diagnostic. Okay, c'est-à-dire, à la malle, voici les symptômes, je fais un examen clinique, une écho, je fais un diagnostic et je l'envoie dans le centre de référence. Le but, c'est ça. Alors, la réalité, ce n'est pas tout à fait ça, pour l'instant. Le deuxième niveau de recours, ce sont des centres qui peuvent opérer des endométrioses simples ou modérées. Et le troisième niveau de recours, c'est comme notre centre, comme Foch par exemple, et les autres centres de référence de la filière, qui prend en charge les endométrioses simples, bien sûr, mais aussi très complexes, récidivées, digestives, urinaires, avec des missions de formation médicale, de recherche clinique. Et ça, c'est très important. Et d'information et d'éducation. Le rôle de la filière, c'est quoi? C'est définir un parcours de soins gradué et coordonné en lien avec les praticiens de ville, donc vous. C'est combattre l'errance médicale pré- et aussi post-thérapeutique, qu'elle soit médicale ou chirurgicale. C'est faciliter l'accès aux RCP des centres experts. Et bientôt, il y aura des RCP, c'est des staffs pluridisciplinaires. Bientôt, il y aura des RCP pour le niveau 1 de recours. C'est à vous organiser votre RCP et nous, on vient. Et puis, on discute des dossiers ensemble. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de développer pour l'année prochaine. Limiter les explorations et les chirurgies inutiles, informer en lien avec les associations et former pour une montée en compétence des praticiens de ville. Alors notre réalisation, j'aime pas trop parler de nous, mais je pense que c'est important que vous sachiez un peu ce qu'on fait. Aujourd'hui, dans notre centre de référence, on a fait des choses vraiment bien pour les femmes. On a une infirmière qui s'appelle Irène qui coordonne toutes ces activités, c'est une infirmière coordinatrice. On a un staff bimensuel auquel participent les chirurgiens gynécos de l'équipe, les urologues, les chirurgiens digestifs, les radiologues. Il y a aussi une psychologue, sexologue,
Et puis il y a d'autres intervenants, on est entre 15 et 20 à chaque fois, on a beaucoup de dossiers. Alors notre fierté, c'est l'hôpital de jour douleur endométriose. Ça, on a mis en place un hôpital de jour qui pour l'instant se réunit que 2 fois par mois, mais ça va s'étendre. En secteur 1, on est dans une clinique privée. Ça, la patiente vient le matin, elle rencontre le gynécologue, elle rencontre le médecin de douleur, elle rencontre la psychologue, la nutritionniste, l'hypnose, l'acupuncture, le médecin fertilité si besoin. Et elle a une écho ou une IRM si besoin sur site. Elle rentre chez elle le soir avec un compte-rendu et une prise en charge, proposition en tout cas de parcours de soins. Elle ne paye rien. Voilà. Donc ça, c'est un peu ma fierté avec Julien. Il y a un site internet, le site endoildefrance.fr. Vous pouvez vous connecter, vous pouvez même adhérer surtout à cette filière si vous êtes dans notre territoire. Et vous avez accès à toutes les formations, à toutes les infos et vous serez dans l'annuaire. Alors chez nous, on est la seule filière qui exige une formation validante pour adhérer à la filière. Donc n'importe qui, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de n'importe qui dans cette salle, ne peut pas adhérer à la filière. On est en lien aussi avec les CPTS, notamment celle de Neuilly-sur-Seine, qui est une des rares CPTS qui s'est intéressée au sujet. C'est vrai, sur la région Île-de-France et Paris, hein, c'est peut-être la seule d'ailleurs, parce que dans les missions des CPTS, ce n'était pas une priorité. Hein. Merci, en tout cas. Donc pour nous contacter, vous avez ici le mail de l'infirmière, donc Irène Milaro, qui est une fille super, vraiment d'un dévouement exceptionnel. Les patientes l'adorent, nous aussi. Ici, vous avez le mail de la secrétaire de notre RCP endométriose. Et puis pour voir tous les praticiens du centre, vous pouvez aller sur le site de l'établissement et vous avez tous les noms, les adresses, Doctolib, ce que vous voulez. Voilà, merci de votre attention. Juste pour rebondir, puisqu'on a parlé donc, du périnée, de l'hypertonie périnéale, et puis des douleurs, on va le voir, justement sur les dossiers difficiles, puisqu'on en a parlé, il faut quand même penser à poser la question des violences, et Georges l'a évoqué. Hein, c'est 10-12% des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles. Donc, sur tout ce qui est trouble du périnée et douleurs périnéales et douleurs pelviennes chroniques qui ne répondraient pas de manière normale au traitement qu'on va vous indiquer, pensez à poser la question, déjà en parler et d'orienter, c'est déjà parfois beaucoup. Alors, on a vu les symptômes de l'endométriose avec Georges, avec les 5D du coup que je vous redis vite fait, douleur des règles pendant les rapports, à la miction, à la défécation et la douleur chronique, et l'infertilité. L'infertilité étant un symptôme clinique de l'endométriose. L'objectif de la prise en charge en première ligne, parce que là, l'objet de mon topo, c'est forcément, vous n'en avez rien à foutre de comment on opère une endométriose rectale, mais vous allez me demander plutôt comment on fait face à une patiente qui a des douleurs et puis comment je mets en route le traitement de l'endométriose, comment on va la soulager, quels sont les mécanismes et puis après comment ça va s'articuler avec le dernier recours qui est la chirurgie complexe. Et donc les objectifs, c'est soulager, rassurer et orienter. Et évidemment, soulager, ça va être les douleurs. Rassurer, c'est expliquer et parfois comprendre et rechercher, notamment pour les violences. Et orienter, c'est évident que l'orientation va se faire en fonction de l'âge. Parce qu'on ne peut pas parler à quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans, 40 ans et 50 ans, puisque l'endométriose, c'est une maladie qui a différentes formes et c'est une maladie, on va dire, chronique, puisqu'elle se révèle sous différentes formes en fonction de l'âge des patientes et surtout de ses attentes. D'accord ? Alors, traiter la douleur, le choix des armes, évidemment, on va parler des 3 mécanismes qui sont l'inflammation, la perte de mobilité tissulaire et l'hypersensibilisation cérébrale, c'est-à-dire l'exagération du signal ressenti par le cerveau. L'inflammation, c'est l'irritation par les micro-hémorragies, donc de l'endomètre qui saigne dans le ventre. Et pour ça, le plus efficace, a priori, c'est les anti-inflammatoires et les antalgiques de niveau 1, 2, voire même 3, qu'on va utiliser surtout donc pendant les règles. Et évidemment,
si c'est les règles qui font mal et qui irritent et qui a de l'inflammation, eh ben, il y a l'hormonothérapie, la pilule, d'accord, qu'on va essayer de donner en continu ou en discontinu. Plus le niveau des douleurs va être élevé, plus je vous conseille de commencer continu, hein, parce qu'il faut essayer de bien s'en passer, mais sur des douleurs, on va dire, plus ou moins modérées, on n'est pas obligé de faire un traitement continu pour l'aménorrhée, puisque en fait, comme ce sont des hémorragies, notamment de privation, ça peut suffire, puisque ça entraîne une atrophie, hein, la pilule, ça peut suffire parfois à soulager, et certaines patientes aiment bien avoir des règles, et de nos jours c'est déjà compliqué de prescrire la pilule, hein, parce qu'il y a quand même une opposition, on va dire, sociale qui est en train de se faire, donc voilà, il faut essayer de s'adapter. Et évidemment, pour enlever le signal, il y a la chirurgie. En ce qui concerne la perte de mobilité tissulaire, eh ben, on l'a vu, hein, c'est la kiné, c'est l'ostéopathie, c'est aussi l'acupuncture. Parfois, c'est aussi l'utilisation des TENS, c'est-à-dire les dispositifs qui envoient des influx électriques pour saturer un petit peu le signal pour que le muscle puisse se relâcher. Et évidemment, cette perte de mobilité tissulaire qui se fait donc par le signal nociceptif, mais également par les lésions d'endométriose profonde. Donc vous avez vu ces espèces de pots de colle qui vont attacher les organes entre eux, et donc du coup qui ne peuvent plus bien bouger, ou quand on les fait bouger de manière contrainte lors des rapports sexuels ou par exemple à la défécation, l'objectif de la chirurgie, ça va être de les détacher, hein, et d'enlever la zone pour qu'ils puissent enfin bouger. En ce qui concerne l'hypersensibilisation cérébrale, donc, ça va être tout ce qui est autour de la sophrologie, de la psychothérapie et aussi le sport. Il faut recommander à vos patientes de faire du sport en plus de la sophro, parce que le sport fait bouger les articulations, fait bouger justement les muscles et libère des endorphines. Et ça, tant qu'elles n'auront pas compris qu'il faut absolument libérer les endorphines, donc le sport, avoir une qualité de vie sexuelle, et donc il faut travailler sur tout ce qu'on a vu avant sur l'inflammation et la mobilité tissulaire, on va gagner sur ce signal d'hypersensibilisation cérébrale. Bon, le traitement médical, les principes, je vais vous dire évidemment des grandes lignes que j'espère vous connaissez un petit peu. Donc évidemment, chez une patiente qui a des dysménorrhées et qui a une suspicion d'endométriose, il ne faut pas mettre de stérilet au cuivre. D'accord ? Oui, et s'il y en a un, il faut l'enlever. Ensuite, avant de parler hormonothérapie, il faut diminuer le flux des règles, puisque si votre patiente elle a des ménorrhagies, c'est-à-dire des règles abondantes, il faut diminuer son flux. Pour diminuer son flux, on peut aussi utiliser de l'acide tranexamique type Hexacyl Spotov, si jamais elle ne veut pas de pilule. On utilise les antalgiques, donc il faut toujours commencer évidemment par les niveaux 1, type paracétamol et l'Acupan. Le Nefopam existe aussi en comprimé maintenant à 30 mg. Les anti-inflammatoires, le tramadol à la codéine dont il faut se méfier, mais ça reste quand même de bons antalgiques utilisés à bon escient, notamment en cas de crise douloureuse. Les morphiniques, et puis évidemment bouillotte, très important. Souvent les patientes aiment bien les bouillottes. Et l'utilisation de TENS, voire même de médicaments neurotropes, comme les antiépileptiques ou les neuroleptiques. Il n'y a pas de pilule vraiment meilleure qu'une autre, hein, contrairement à ce que racontent certains laboratoires. Il n'y a pas de pilule spécifique de l'endométriose. Et l'objectif de l'hormonothérapie, c'est d'arrêter la dysménorrhée. Alors, par l'aménorrhée souhaitée, hein, j'en ai parlé, mais qui n'est pas forcément obligatoire, donc il ne faut pas prendre la tête aux patientes avec ça. D'accord ? Si c'est compliqué pour elles de ne pas avoir ces règles, il faut essayer de le respecter en leur donnant des règles les plus courtes possibles, hein, par contre. Et évidemment, de diminuer également les autres douleurs, les douleurs chroniques d'inflammation, et souvent aussi par contracture. Il faut s'assurer évidemment de la bonne tolérance, parce que c'est déjà compliqué de les prescrire, mais si elle est mal tolérée, il n'y aura pas d'adhésion au long cours et c'est une maladie chronique. Donc il faut essayer vraiment de tenir et de jongler des fois entre différents produits au fur et à mesure des années. Alors l'hormonothérapie de première intention, je vais aller vite, hein, c'est, vous le savez, deuxième génération pour les risques thromboemboliques, monophasique de préférence pour pouvoir enchaîner les plaquettes.
schéma continu sans règle, et le problème, il faut pister quand même les contre-indications, notamment chez les jeunes avec le tabac, les antécédents thromboemboliques artério-veineux dans la famille, les spottings qui peuvent être des causes d'arrêt des traitements, voire même des métrorragies chroniques. C'est vraiment la plaie parce qu'on ne sait jamais, enfin moi en tout cas je ne sais jamais celle qui va saigner, jamais. Et en cas de problème de tolérance, c'est là où on passe à 3e, 4e génération ensuite. On peut utiliser les microprogestatifs continus comme le désogestrel, le névonorgestrel, l'implant, le DIU à la progestérone, c'est bien. Après, attention, il n'y a pas d'inhibition de l'ovulation. Alors si elle vous dit qu'elle a mal en fossiliaque droite ou gauche en fonction du cycle, enfin vous voyez que l'ovulation est douloureuse, ou que vous suspectez justement des adhérences, ou qu'à l'écho il y a déjà des kystes d'endométriose ovarien, donc des endométrios, il faut éviter d'utiliser ça parce qu'il vaut mieux bloquer plus fort. La drospirénone à 4 mg est un peu plus dosée, donc ça c'est Slinda, pour ceux qui connaissent cette pilule-là, c'est pas mal aussi. Et dans les macroprogestatifs, alors là on commence à être vraiment bloqué, et il y a quand même le Dienogest à 2 mg en continu, alors Sawis et autres génériques, qui marche très bien, c'est un médicament assez puissant, mais on va le voir après, faites attention. L'hormonothérapie de 2e intention, pour l'instant on n'a que ça, en attendant pas les analogues, mais les antagonistes de la HRH qui doivent sortir tout le temps bientôt, mais qu'on attend. Et donc le décapeptyl et l'énantone, c'est une action puissante et efficace sur les douleurs chroniques, puisque ça va être une ménopause artificielle qui va bloquer la stimulation ovarienne. Attention à l'effet FERUP, l'effet rebond à 15 jours, mais bon, voilà, si vous expliquez, et en général, ça se passe très bien, et surtout chez des patientes qui vont être très douloureuses, vraiment, il y a un vrai gain de confort qui va se créer, avec, vous compensez évidemment avec une ADBAC thérapie sur les bouffées de chaleur, mais qui parfois n'est pas suffisante. Bon, le problème, c'est que c'est un traitement injectable, c'est limité dans le temps, plus de 6 mois, ça peut donner de l'ostéoporose. Voilà, c'est toujours un traitement d'appoint, souvent pour passer un cap, voire pour préparer une chirurgie complexe. Alors j'ai mis l'hormonothérapie de 3e intention il faut juste discuter. Bon, alors voilà, je les ai tous rayés l'un par un. On peut encore peut-être utiliser un peu la colprone, mais alors, mollo. Et donc, en ce qui concerne les méningiomes, donc il y a l'ANES qui a fait des points où finalement on ne sait plus. Ce qui est sûr, c'est que l'utéran, androcure, luténil, bon, voilà, vous laissez tomber complètement. De toute façon, certains sont même plus commercialisés. Mais bon, avant de prescrire quand même un macroprogestatif, faites au moins l'interrogatoire neuro, c'est-à-dire migraine, vertige, troubles visuels, des choses comme ça. Et du coup, s'il y a tout ça, faites une IRM de base, une IRM cérébrale évidemment, de base pour détecter les méningiomes. Et méfiez-vous des usages au-delà de 2 ans, du Dienogest, mais aussi, et ça on ne se méfie jamais assez, c'est des usages qui ont été faits avant. C'est-à-dire que quand elles ont eu déjà pendant des années du Luthéran qui n'est plus commercialisé, mais les patientes de 45 ans, elles ont eu du Luthéran, elles ont eu du Luténil, etc. Et puis là, bon, il n'y a plus rien, et vous êtes un peu bloqué parce qu'elles ont très mal, et vous mettez du Dienogest. Et là, l'autre fois, je vous le dis, parce que c'est typique, bon, je reçois en plus, c'est toujours la femme d'un copain, quoi, ou la copine d'un copain qui vient, elle a une histoire horrible, machin, multi-opérée, elle n'arrive plus à pisser, machin. Et ça fait 2 ans qu'elle est sous Dienogest, et elle s'était fait au moins 6 ans de macro-proche. Et elle me dit, ouais, j'ai un peu mal à la tête et tout quand même, etc. Et donc, tac, ça commence à me titiller, je lui demande l'IRM et elle a un méningiome de 6 cm. Donc, même si on arrête, parce que j'ai appelé le neurochir en lui demandant, mais comme c'est hormonodépendant, si on arrête, est-ce qu'on a une chance de régression et on voit si on opère? Le problème, il m'a dit, mais à cette taille-là, le problème, c'est que ça régressera très peu. Et en plus, il me dit, il y a déjà des signes de compression. Donc, c'est dangereux d'attendre. Donc voilà, je dis ça un peu pour faire peur parce que ça reste un cas sur 100 000 des méningiomes, donc c'est une pathologie très rare. Mais pensez à prescrire des IRM cérébrales régulièrement, ce qui permet de balayer les... Pardon ? Avec le Dienogest ? Oui, le Dienogest et un macroprogestatif. Pour l'instant, il n'est pas encore dans la liste parce qu'il est récent, donc on n'a pas encore de recul. Mais méfiance avec le Dienogest. Alors, pas tout de suite, mais au bout de 2 ans d'usage, il faut commencer à faire une IRM cérébrale annuelle, je pense, et surtout bien interroger les patientes.
C'est pas pour autant qu'il ne faut pas le prescrire, hein. D'accord? Parce que le problème, c'est qu'un méningiome, c'est rare, et les patientes avec des douleurs chroniques, c'est fréquent. Et donc, et vous allez voir, et j'espère que vous allez bien comprendre l'objet de mon topo, c'est pas de vous donner, il n'y a pas un traitement de l'endométriose. Hein, l'endométriose se traite de manière multimodale, et à un moment, on utilise tel produit, et avec un objectif derrière. Donc la chirurgie, l'idée de la chirurgie, hein, vous voyez ici de l'endométriose, donc là c'est une endométriose qui envahit la vessie en avant et la face antérieure de l'utérus, et ici par exemple c'est un gros kyste d'endométriose ovarien qui comble tout l'arrière, le cul-de-sac de Douglas, et puis probablement quand on a ça, on sait qu'on va probablement trouver des lésions profondes évidemment derrière, puisque l'endomètre chez ces patientes qui ont justement ces mutations génétiques ou en fait cette influence immunitaire où elles n'arrivent pas à se débarrasser des cellules endométriales, ça s'accumule et puis ça se colle partout et c'est comme ça. Et donc la chirurgie va chercher à enlever le signal en fait et à rendre la mobilité des tissus en enlevant la fibrose. Donc on opère de manière toujours mini-invasive parce que vraiment la taille des instruments, la vision endoscopique nous permet d'opérer beaucoup plus précisément que lorsqu'on ouvrait en grand le ventre, et l'objectif étant le plus souvent une résection complète. Alors à cela près que ça dépend ce que ça touche, et c'est-à-dire qu'une patiente qui aurait une adénomiose extrêmement sévère mais qui aurait 30 ans avec un désir de grossesse, on ne va pas lui proposer de lui faire une hystérectomie. Et donc du coup, par exemple, elle a une adénomiose sévère avec une lésion rectale et une lésion ovarienne, et qu'est-ce qu'on va traiter en fait tout ce qui est autour, qui va gêner à la fertilité, aux douleurs chroniques, mais par contre, pour l'adénomiose, on va traiter médicalement avec des produits comme le décapeptyle d'emblée, puisque l'adénomiose, c'est donc une éponge de glandes et de sang qui se gonfle, et le but, ça va être de vider l'éponge en l'asséchant, et puis alors derrière, il faut foncer en FIV pour faire un bon coup de sniper, parce qu'il n'y aura pas longtemps où on va pouvoir mettre l'embryon pour qu'il soit accueilli par cet utérus qui va regonfler au bout d'un certain temps. Donc la lésion d'endométriose, je vous ai dit, elle stimule l'inflammation, elle est très vascularisée, elle est également très innervée, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des facteurs de croissance qui font qu'il y a plein de nerfs autour de la lésion. Et en plus, comme c'est un peu vicelard cette histoire, ça se dépose derrière donc, dans le cul-de-sac de Douglas, et puis ça s'enfonce un peu, et c'est là où passent les nerfs qui vont à la vessie, au vagin, au rectum, et alors surtout à la vessie parce qu'ils sont en antérieur anatomiquement, et donc souvent, quand on va opérer ces endométrioses très sévères et profondes, on abîme ces nerfs. Donc des fois on les abîme temporairement, c'est-à-dire ils sont paralysés par l'échauffement et l'inflammation post-opératoire, mais parfois on va sacrifier des nerfs pour pouvoir enlever la lésion et donc entraîner des troubles fonctionnels, mais évidemment c'est dans la balance bénéfice-risque avec cette fois-ci, alors c'est très peu de patients par rapport à celles que vous croisez, mais des patients qui ont des lésions très 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 sévères et pour lesquelles on n'arrive à rien faire d'autre. Voilà, donc les indications chirurgicales, c'est assez simple. Pas d'hormonothérapie possible, c'est-à-dire que si elle est en désir de grossesse, on ne va pas lui donner une contraception. Et en cas d'échec du traitement médical sur ces douleurs, c'est là où on va aussi passer à la chirurgie, ou bien pour préparer une assistance médicale à la procréation, c'est-à-dire on doit passer en FIV, mais le problème c'est que les kystes ovariens sont trop gros, on ne va pas pouvoir bien ponctionner les ovocytes, ou il y a un risque infectieux, et donc du coup on va préparer cette chirurgie. Et puis parfois, même en ayant préparé, ou si les lésions ne sont pas si importantes que ça, mais en fait l'AMP ne marche pas. Et donc, au bout d'un ou deux essais, plutôt que de se griller les 4 FIV que l'on a le droit de faire avant une grossesse, on va justement discuter dans nos staffs pluridisciplinaires de se dire, tiens, on est face à un échec de FIV chez cette patiente qui a une endométriose profonde, c'est une très bonne indication opératoire. Ça ne veut pas dire que l'opération sera facile, ça ne veut pas dire que les suites seront simples, mais ça veut dire que dans la stratégie de traitement chez cette patiente qui a une pathologie complexe, c'est le bon moment de changer en fait d'arme pour
aller jusqu'au bout du projet. Oui, Georges. Si je peux me permettre, Julien, il y a aussi les situations où le traitement hormonal est contre-indiqué formellement. Oui, alors pas d'hormonothérapie possible. Oui, désir de grossesse ou contre-indication, effectivement. Une hyperplasie nodulaire focale ou un truc comme ça. Et puis il y a aussi, et on voit ça de plus en plus, les jeunes femmes qui ne veulent pas de traitement hormonal, qui sont très douloureuses et qui ont des lésions à l'imagerie. Alors moi, je ne sais toujours pas comment les gérer. Hein. Enfin, je veux dire, je surnage comme tout le monde. Hein. C'est-à-dire, j'essaye de montrer que je les écoute, je donne des traitements, je leur dis voilà, c'est possible, mais si elles demandent une chirurgie et que c'est donc, par exemple, des lésions d'endométriose, ligaments utérosacrés, etc., bon, ça va, on peut peut-être se dire, allez, je vais l'opérer, je vais la soulager un temps, elle va peut-être mûrir parce que... Mais si c'est une lésion grave sur le tube digestif ou des lésions ovariennes avec un taux de récidive quasiment de 100% à 2 ans, je veux dire, il faut vraiment quand même essayer d'expliquer au maximum, parce que sinon, on ne s'en sortira pas, et puis c'est de pire en pire, quoi. C'est de pire en pire. Alors, j'avance. Donc, les points clés, c'est la symptomatologie. Donc, vous avez vu, Georges a très bien expliqué les échelles de douleur, la qualité de vie. Il faut utiliser ces questionnaires, c'est hyper important parce que ça les fait réfléchir, même elles, sur l'impact de leur maladie. Évidemment, est-ce qu'il y a un désir de grossesse? Parce que ça ne va pas du tout être pareil. C'est évident que si vous faites une chirurgie, on va dire l'idéal, une patiente de 45 ans qui présente une endométriose assez sévère, et puis vous pouvez lui enlever l'utérus en même temps que vous enlevez les lésions d'endométriose, eh ben, elle a un taux de récidive moindre que si vous laissez l'utérus en place, à savoir l'endomètre qui peut continuer soit à alimenter, soit surtout il reste des cellules endométriales et elles vont repousser. Et il y a l'âge dans la stratégie évidemment de grossesse. Est-ce qu'elle a moins de 35 ans, plus de 35 ans? Parce que malgré toutes les études randomisées que l'on fait et les marqueurs que l'on sort, pour l'instant, on n'a pas de marqueurs de fertilité. D'accord? On a des marqueurs de réserve ovarienne, des fois de qualité ovocytaire, des fois d'inflammation endométriale, mais on ne sait pas évaluer, à part l'âge, globalement, si la patiente a des chances de tomber enceinte ou pas. Voilà, et donc là j'ai fait deux catégories très simples, c'est-à-dire que quand vous avez une femme de moins de 35 ans qui a des douleurs pelviennes et qui n'a pas d'infertilité, on va regarder est-ce qu'elle a de l'endométriose ovarienne. Si elle n'en a pas, on va dire c'est une bonne indication chirurgicale puisqu'elle n'a pas d'infertilité, elle est jeune, donc on l'opère et puis après elle pourra avoir une grossesse et on va la soulager. Bon, s'il y a de l'endométriose ovarienne, il faut toujours se poser est-ce qu'il y a une indication de préservation ovocytaire. La préservation ovocytaire étant recommandée chez des femmes plutôt jeunes, sans projet de grossesse à court terme, on va dire d'ici 1 ou 2 ans. Et voilà, globalement, c'est ça. Parce qu'on a survendu la préservation ovocytaire il y a quelques années, où on se souvient de beaucoup de personnes qui sont venues nous parler de ça en disant il faut absolument proposer, il faut absolument proposer. Maintenant, il y a des délais énormes pour prendre en charge les patientes pour faire les préservations. Je ne parle même pas au niveau sociétal, hein, je parle même pour les patientes qui ont des problèmes comme l'endométriose. Et puis surtout, ils ont commencé à voir qu'au-delà de 37 ans, ça ne sert à rien de proposer de la préservation, parce qu'on n'arrive même plus à stimuler, il n'y a pas de rendement. Il faut au moins une vingtaine d'ovocytes pour espérer avoir une grossesse. Enfin, voilà, il y a eu une petite arnaque, je pense bien involontaire au début, mais faut faire la préservation ovocytaire, comme ça vous pourrez avoir des enfants plus tard. En fait, la réalité est tout autre. D'accord ? Et puis de l'autre côté, une patiente qui a un désir de grossesse avec une infertilité connue, alors plus ou moins masculine, parce qu'infertilité masculine, c'est FIV de toute façon. Donc, et plus de 35 ans, on va aller plutôt tout de suite vers la FIV pour essayer d'aller sur le projet de grossesse. Et puis si ça ne marche pas, au bout d'une ou deux FIV, on peut rebasculer sur la chirurgie. Un mot sur les enjeux de la chirurgie, c'est les bénéfices espérés. Donc vous avez compris, amélioration des symptômes, amélioration de la qualité de vie, grossesse spontanée, parce qu'on améliore beaucoup la grossesse spontanée avec la chirurgie, mais également aussi la grossesse assistée. Mais par contre, il faut faire attention parce que quand on leur explique, il faut toujours parler des échecs, à savoir la persistance de certains symptômes. La chirurgie, ce n'est pas de la magie, loin de là.
Et il peut toujours y avoir certaines douleurs vont revenir, il n'y aura pas forcément de lésion. Elle peut avoir une qualité de vie qui passe de 4 sur 10 à 6 sur 10. Alors au début elle est contente, et puis après 6 sur 10 à 35 ans, c'est quand même un peu pourri par rapport aux copines, quoi. Et il peut toujours y avoir de l'infertilité derrière, parce que si les trompes sont pourries, on ne fait pas de miracle. Et après, il y a les complications dont je vous ai parlé un petit peu, la dysurie avec l'altération des nerfs. Ces dysuries sont souvent temporaires, hein, donc il faut rassurer. Des troubles fonctionnels digestifs en cas des fois de grosses résections digestives qu'on essaye de limiter. Hein. Plus ça va maintenant, plus on essaye de respecter le méso. Le méso, c'est l'endroit où passent les vaisseaux et les nerfs qui vont au tube digestif. Et après, la chirurgie, des fois, on peut blesser certains organes, notamment les voies urinaires, par la dissection. Et évidemment, plus on en fait, moins on en abîme, mais c'est évident, mais ça reste toujours là. Et évidemment, la récidive, alors on dit 10%, ça va dépendre du stade, parce que c'est évident que pour une endométriose très sévère, en fait, sur l'endométriose profonde digestive, avec une grosse atteinte, c'est évident qu'on va être à des taux de récidive au long terme, c'est-à-dire jusqu'à, on va dire, 50 ans, plutôt à 20-25% de réintervention. Mais, alors je sais que ça peut être un peu beaucoup, mais des fois, on fait chirurgie, amélioration grossesse, et puis récidive, et puis après, à 45-50 ans, chirurgie de clôture, quoi. C'est-à-dire, voilà, on enlève, et puis voilà, elle passe à autre chose dans un confort de vie qui est quand même bien amélioré. Juste un mot sur la problématique de l'endométriose ovarienne. Le problème, c'est que l'endométriose, vous avez compris, c'est de la colle, et quand on va avoir tendance à aller chercher la paroi du kyste, on va toujours abîmer un peu l'ovaire. Donc maintenant, on essaye de limiter le recours à la kystectomie, c'est-à-dire on va éviter de stripper. Bien que ça reste quand même le traitement le plus efficace, a priori, sur l'endométriose ovarienne. Mais le problème, c'est qu'on va être toujours entre deux. C'est-à-dire qu'on veut enlever pour pas que ça récidive, mais on ne veut pas abîmer derrière. Donc c'est évident que vous vous souvenez des schémas, ça va être quel âge elle a ? Est-ce qu'elle a un kyste ? Quelle taille il fait ? Comment est l'autre ovaire ? Quelle est sa réserve ovarienne ? Donc c'est un arbre décisionnel, et donc vous voyez l'importance de faire des RCP pour décider de la stratégie. Parce qu'au début on faisait des kystectomies, après on a commencé à faire de la vaporisation de plasma, de l'alcoolisation, etc. Et puis finalement maintenant on voit quand même, il y a quand même des fois ça récidive souvent, donc on revient des fois à la kystectomie. Donc c'est évident qu'il n'y a pas de mauvaise intervention, c'est toujours une histoire de stratégie, quel âge elle a, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'elle veut, et qu'est-ce qu'on risque, hein. Bon, je ne vous explique pas la vaporisation et l'alcoolisation, c'est des techniques de conservation ovarienne pour traiter le kyste de l'ovaire, l'endométriome. Bon, juste un mot sur l'endométriose digestive, parce que je vous en ai dit beaucoup. Vous avez bien compris que tout de suite, dès que ça va toucher le tube digestif, on passe un cap en termes de morbidité, hein, du geste chirurgical. Ça, c'est évident. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que souvent, ce sont des lésions plus profondes, donc il y a un risque neurologique plus important, il y a un risque infectieux plus important. Le problème, c'est que des fois, les lésions sont tellement profondes qu'elles se sont organisées, et même sous hormonothérapie, des fois, on voit des lésions qui progressent. C'est-à-dire que le traitement médical est insuffisant. Alors, ça reste quand même une minorité, hein, je vous rassure, mais enfin, c'est quand même un peu emmerdant. Et puis, elles ont quand même des douleurs, même sous blocage, parce que le nodule, quand il est bien incrusté, comme l'a montré tout à l'heure à l'IRM Georges, quand les selles passent, ça appuie, et donc il vaut mieux l'enlever. Mais bon, voilà, et ça augmente les chances de fertilité et ça soulage les douleurs, donc des fois, c'est le cas. Et juste aussi une chose très importante, c'est que on nous parle tout le temps de la stomie, hein. L'endométriose digestive, à chaque fois, les patientes disent « je ne veux pas me faire opérer parce que je ne veux pas de stomie ». Alors, déjà, nous, on a arrêté de faire des stomies systématiques parce que la chance que l'on a en opérant les endométrioses, c'est que quand même, c'est des femmes jeunes et qui sont souvent en très bon état de santé. Et donc, du coup, on a arrêté de faire des stomies de protection systématiques, et on a trouvé qu'on n'avait pas plus de complications finalement que d'habitude, parce qu'il y a un problème toujours cicatriciel potentiel, mais finalement, ce sont des gens qui cicatrisent très bien. Donc, le message que vous pouvez donner à vos patientes, c'est qu'on ne fait plus de stomie systématiquement, on en fait uniquement quand les
conditions de suture digestive nous semblent vraiment trop risquées. Et donc, c'est là où on en fait, et en général, c'est largement accepté. D'accord ? L'infertilité, 2 minutes, ouais, j'ai presque fini. L'infertilité, on en a juste parlé, les kystes, les adhérences, vous les avez vus tout à l'heure en photo, et l'adénomiose, évidemment. Les soins de support, c'est-à-dire tout ce dont on a parlé sur la perte de mobilité tissulaire, la modulation du signal douloureux, l'hypersensibilisation cérébrale, on en a parlé tout à l'heure, c'est indispensable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire tout ça si on n'a pas à côté une équipe qui fait de l'ostéopathe, du kiné, un psychologue, la sophro. Enfin, c'est pour ça qu'on a ce réseau avec qui on essaye de travailler, parce que sinon on n'y arrivera pas. C'est trop long, c'est trop chronique. Ce sont des fois des gens qui ont mal depuis tellement longtemps que même si nous on fait la meilleure opération du monde, eh ben, c'est un peu tard. Et donc du coup il faut réparer un petit peu tout l'état d'esprit dans lequel elles ont été habituées à avoir mal. Alors, soulager les douleurs ou grossesse, faut-il choisir? Je vous réponds en 1 seconde. Eh bien non, il ne faut pas choisir. Voilà. Parce que les femmes ont le droit d'avoir des enfants et de ne plus avoir mal, d'autant plus que même dans les chirurgies des endométrioses, stade 3, stade 4, on a montré qu'on a augmenté non seulement les taux de fertilité spontanée, mais également en AMP, puisque vous voyez la dernière ligne, on passe de 24 à 41% dans cette série. Hop. Les complications de la chirurgie, on en a beaucoup parlé, vous voyez, elles existent. Oui, elles existent. Il faut en parler. C'est évident que plus la procédure est compliquée, plus il faut que ça soit des équipes organisées et habituées à faire cette chirurgie. Mais il ne faut pas en avoir peur. Et en conclusion, donc, vous avez compris, il y a plusieurs mécanismes à l'origine de la douleur de l'endométriose. Ça reste une maladie hormonodépendante, donc on aura besoin des hormones à un moment. Voilà. Il faut essayer quand même de prescrire ces hormones aux patientes en leur expliquant bien quel est l'objectif. Et il y a une stratégie d'association de traitement, et cette stratégie, elle est mouvante. Hein. Il ne faut pas s'accrocher à « mais si, mais on fait comme ça ». Non, on fait comme ça à un moment, après ça ne marche plus, ou les attentes sont différentes. Donc on personnalise. Et évidemment, on a besoin des centres experts avec la multidisciplinarité, mais on a besoin surtout d'échanges entre les professionnels. Voilà.